Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre épisode Week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cet épisode complémentaire. Vous le savez maintenant, Tech Café, c'est votre épisode hebdomadaire qui arrive le mardi soir et vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Mais on a aussi des news complémentaires qui ne sont pas forcément les news prioritaires, mais qu'on vous laisse comme ça au chaud ou au froid plutôt et on les réchauffe pour le week-end pour en profiter avec vous. Et quand je dis on, c'est bien sûr des news qui ont été collectées avec soin par Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais oui, avec amour et tendresse. Effectivement, tu sais, c'est un peu comme quand on fait son marché, on prend beaucoup de fruits et de légumes intéressants pour les recettes, et puis on en a parfois un peu trop, alors on le met au frigo et puis on le ressort plus tard. Et après on fait des confitures. Et après, on rassemble tout ce qu'on a dans notre frigo et on fait un seul et même plat. Tiens, je sais pas comment ça s'appelle, d'où tu viens. Moi, de là où j'ai grandi, on appelait ça des burligous. Le fait de mélanger, tu sais, un peu tout ce qui reste dans le frigo. Tu mélanges un œuf, tu mélanges un fond de fromage, des trucs comme ça. Ah, c'est marrant, d'accord. Ouais, que tu fais du pain perdu, mais avec un petit peu tout. Exactement, avec plein d'autres choses et pas forcément avec du pain et bon, voilà. On va plutôt parler tech, Guillaume, dans cet épisode week-end, parce que tu nous as collecté vraiment plein de sujets. Je sens que je vais en découvrir d'ailleurs un certain nombre. On va commencer par les formats de mémoire. Alors, c'est pas de la chronique des composants, mais quand même, on va parler des formats de mémoire qui concernent en particulier Dell, une entreprise qu'on connaît bien dans le monde du PC, Guillaume. Écoute, ouais, depuis 2-3 semaines, il y a un sujet que je vois régulièrement passer et qui évolue un petit peu à chaque fois, comme quoi c'est pas forcément mieux de réagir toujours à chaud. Il s'agit des barrettes de RAM Dell de type CAM. Donc CAM avec 2 M. Et donc ces barrettes CAM, elles sont incompatibles avec les SODIMM qu'on trouve en général sur les portables et que Dell donc veut placer dans ses machines précision, là ces laptops précision. Donc ça a immédiatement suscité la controverse. Alors visuellement, les CAM en fait c'est des espèces de grosses galettes carrées et plates avec des puces de mémoire tout à fait standard pour le coup, des puces de mémoire d'un côté et tous les connecteurs regroupés à plat vers le haut de l'autre côté. Ok. Donc les modules CAM, ça se décline en galettes de 16, 32, 64 et 128 Go, donc c'est plus ou moins rectangulaire ou carré selon les tailles. Ça a toujours la même tronche générale, avec plus ou moins de puces sur le dos, quoi. Et bon, des PC portables pro, en plus, qui ont des barrettes mémoire propriétaires, dans le monde PC, c'est un scandale. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas le dernier à râler sur ce genre de truc, contre tout ce qui est un petit peu trop propriétaire et va contre les standards. Bon, c'est une raison principale qui font que je suis pas très bien disposé vis-à-vis d'Apple, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça a pas l'air de changer grand-chose. C'est quoi la promesse de les mettre à plat comme ça plutôt que sur la tranche c'est justement toute l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, Dell dit qu'il y a un véritable intérêt. Parce qu'au début, comme tu dis, effectivement, tu te dis, mais c'est juste en fait qu'ils changent la forme, ça change rien, c'est juste pour emmerder, quoi. Et il y a 2 semaines, moi aussi, j'aurais probablement râlé de conserve avec les autres. Oui, on dit de conserve ou de concert. J'aurais dit de concert. Ah oui, mais justement, tu peux dire de conserve ou de concert, c'est comme tu veux. Mais de concert, en fait, ça se comprend mieux parce que ça a la même racine que concertation, se concerter, donc de concert. Mais de concert, ça se dit aussi. Et c'est un vieux terme de marine. En fait, des navires voguaient de conserve contre les pirates. C'est-à-dire qu'ils voguaient ensemble par instinct de conservation. Donc de conserve pour se conserver. Voilà. Donc on peut dire. Dans Tintin, le secret de la licorne, il y avait le capitaine Haddock qui racontait des choses de son ancêtre et il disait voguer de conserve. Et je me disais, mais pourquoi de conserve pour se protéger, ils volaient ensemble pour se protéger des méchants pirates. Donc après cette digression complètement digressive, revenons à nos barrettes de RAM. Premièrement, Dell insiste sur le fait que CAM n'est pas propriétaire en fait, il en a les brevets, c'est vrai, mais il veut que ça devienne un standard et que donc d'autres puissent produire des barrettes CAM. À terme, on devrait pouvoir donc acheter des barrettes CAM où on veut, comme on achète du SODIMM, c'est juste un truc différent. Enfin, en tout cas, ce sera vrai si le standard décolle, bien entendu. Mais surtout, CAM, ça veut dire Compression Attached Memory Module. Et cette compression concerne les connecteurs, en fait, qui sont donc tous massés, effectivement, sur une surface assez réduite, envers l'eau, de la galette. Donc Dell affirme que c'est pour une bonne raison, c'est plus compact déjà, effectivement, puisque voilà, au lieu d'avoir des SODIMM qui sont un petit peu vers l'eau, comme ça, c'est des trucs qui sont beaucoup plus plats, et ça permet de limiter la complexité du circuit électrique, en fait, et la longueur des pistes. Bon, la mémoire discute en parallèle avec le reste du monde, donc les bits sont envoyés en même temps sur des pistes parallèles, physiquement, c'est des trucs parallèles, et la longueur doit être la même pour chaque. Elle doit vraiment être la même à une précision qui est d'autant plus élevée, que la précision nécessaire est d'autant plus élevée que la vitesse de la mémoire est grande. Et ça, tout en ayant suffisamment d'espace entre les pistes pour pas avoir d'interférence. Alors pour le moment, le SODIMM pose pas de soucis, mais d'après Dell, dès le passage de la DDR6, et même déjà dans le très haut de gamme,
la connectique devient limitante. Donc le CAM a le potentiel d'offrir de meilleures performances et un design plus compact, donc qui permet des portables plus fins du coup. Et enfin, le fait que toutes les connexions soient regroupées à plat sur une surface fait que cette zone sert plus de radiateur de fait, ce qui réduit un peu la chauffe globale. Bon, tout ça c'est Dell qui le dit. Donc, il faudra voir dans le temps comment ça se passe, si le standard a vraiment un intérêt, s'il est adopté, si ça devient vraiment un standard d'ailleurs, ce qui n'est pas gagné. Donc, on peut rester prudent, mais je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu avant de crier au scandale tout de suite, quoi. Et voilà, on pourra toujours crier au scandale plus tard, dans quelques mois, de toute façon. Mais pour l'instant, bon, je vais vous laisser sa chance au truc, quoi. Ok, bah c'est intéressant, effectivement. J'aurais vu ça comme un truc purement propriétaire parce que j'aurais pas vu la différence. Mais attendons de voir. On va continuer avec les composants, notamment avec un petit peu de géopolitique d'ailleurs, Guillaume. Un petit peu, bah oui, puisque l'Inde veut aussi devenir une nation qui pèse dans le monde du semi-conducteur. Alors c'est bien compréhensible, ces dernières années, la demande explose et il semble qu'il ne puisse y avoir trop de production pour satisfaire notre appétit gargantuesque de petites pupuces. Donc c'est un secteur en gros qui pèse un pognon de dingue, et voilà, bonne nouvelle pour les Indiens, ISMC envisage une usine de 3 milliards de dollars en Inde, et ISMC en fait c'est un consortium qui regroupe Nextorbit, qui est un fonds d'investissement saoudien, et Tower Semiconductor, ce qui est spécialiste des composants analogiques. C'est le même Tower, si vous vous souvenez, qui va être racheté, vraisemblablement, vous savez que ça prend du temps, racheté par Intel. Donc Intel veut compléter son offre et sa gamme d'expertise dans l'analogique. D'une certaine façon, Intel va donc avoir déjà un pied en Inde, alors que le gouvernement d'ailleurs lui espère toujours récupérer une partie des sommes monstrueuses qu'il injecte dans son plan d'expansion, hein. Donc voilà, il essaie évidemment d'attirer des constructeurs, alors Intel et TSMC aussi d'ailleurs, hein. Et le pays a d'ailleurs lui aussi un plan pour favoriser l'implantation d'usines et de semi-conducteurs, ça s'appelle India Semiconductor Mission. Le plan veut encourager donc les startups, booster la recherche et la fabrication, le déploiement de la 5G dans le pays. Donc l'Inde veut aussi parier sur les petites puces qui montent et qui montent. Donc c'est le RISC-V. Ce RISC-V dont on parle assez souvent, quand même, puisque c'est donc une architecture alternative à ARM qui est tout à fait prometteuse. Et donc ils ont mis en place le DIR5, qui veut dire donc Digital India RISC-V. Et avec ça, le ministre des Technologies, qui est d'ailleurs un ancien ingénieur de chez Intel, veut produire des puces compétitives dès 2023. Alors, l'Inde produit déjà des processeurs RISC-V qui ont une puissance vraiment très modeste, donc je sais pas je sais pas ce qu'il entend par compétitif, mais c'est probablement pas des trucs qui vont concurrencer les Xeon l'an prochain, hein. On pourra par contre peut-être voir des microcontrôleurs ou des puces pour l'Internet des objets crédibles, donc à voir. L'Inde parie que le RISC-V depuis 2 ans déjà. Bon, ça va mettre, tout ça prend du temps de toute façon, c'est des trucs assez grands. D'ailleurs, l'usine ISMC va mettre 7 ans à sortir de terre, hein, et elle va quand même créer 1500 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, donc c'est plutôt positif. C'est fou des tels délais d'ailleurs de créer une usine en 7 ans, comme ça, c'est dingue, mais hein, attends, on se rend pas compte. Mais... c'est monstrueux, c'est immense, c'est des machines qui sont extrêmement complexes, Non, quand même, c'est chaud, hein. Ok, on peut continuer d'ailleurs dans la géopolitique comme ça. Un petit peu avec Nvidia, c'est plus vraiment de la géopolitique forcément, mais effectivement Nvidia s'embête pas, hein. Ils viennent de débaucher un cadre Intel qui est un cadre Intel important d'ailleurs, pour le faire travailler sur ses propres trucs. Alors le cadre en question c'est Rafi Marom, qui était manager des équipes des designs des générations 11 et 12 chez Intel dans les usines israéliennes. Donc il est désormais à la tête de la division CPU ARM de chez Nvidia, donc il va travailler sur le successeur de Hopper, dont on a parlé longuement à l'occasion de la GTC. Bon, pas bégueule, Intel investit aux côtés de Nvidia pourtant dans la startup IR Lab. Bon, bah après, ils ont des intérêts en commun là-dedans aussi, hein, puisque IR Lab, ils lui ont encore filé 130 millions de dollars à cette startup, à eux deux donc, pour développer des liaisons photoniques interpuces. Bon, c'est que les processeurs, un GPU, tout ça, sont de plus en plus des assemblages de plusieurs modules plus petits, et les grosses puces étant, les grosses machines plutôt étant aussi des assemblages de plusieurs puces qui doivent communiquer entre elles de toute façon de la manière la plus rapide possible. Donc l'idée, c'est d'utiliser des photons plutôt que des électrons, c'est pas nouveau du tout, hein. Intel travaille dessus depuis très longtemps, sans que ça soit d'ailleurs véritablement démocratisé pour l'instant. Et bon, avec l'avènement de chiplets, c'est-à-dire des modules qui se connectent entre eux pour faire une puce complète, déjà, c'est vrai que l'enjeu de l'interconnexion haute vitesse est plus important que jamais, et ça permet de plugger en fait des trucs sur le processeur lui-même. Et ça tombe bien parce que en fait, l'imitation des signaux électriques, finalement, les limitations des signaux quand tu envoies des entrées-sorties, quoi, des input-output comme ça, les limitations des signaux électriques eux-mêmes vont devenir un facteur limitant très bientôt dans la très haute performance. Et IR Lab, il a une technologie qu'il appelle Terafy,
qui est prévu pour être in-package. C'est-à-dire que l'interface se branche directement dans le processeur, en fait, au niveau même du petit boîtier plastique qui contient la puce. Comme processeur, vous en avez déjà vu, bien sûr, hein, sous son radiateur, vous avez un petit boîtier plat en métal sur le dessus, et si vous l'enlevez, dessous, il y a encore un petit boîtier noir, ou plusieurs petits boîtiers parfois, qui contient le die du processeur, parfois le cache L4 ou ce genre de truc. Donc ce package contient la puce elle-même. Et le cas échéant, c'est chiplet. Et la technothérapie, en fait, elle se branche directement en fibre optique sur le CPU lui-même, ploc, dans le petit truc. Donc Thérapie serait, selon Airlab, 1000 fois plus rapide et 10 fois moins énergivore que des liaisons électriques. La densité, pour le moment, hein, c'est 200 gigabits par seconde par millimètre, donc c'est bon, mais pas incroyable pour l'instant. Par contre, ça le sera s'ils arrivent à doubler ce truc-là. Par contre, le signal peut aller jusqu'à 2 km. Alors l'enjeu, c'est de produire des interconnexions optiques, mais qui utilisent des processus de fabrication CMOS, comme les puces standards. Hein. Donc Thérapie sans IBIAT au parvenu, donc ils ont une chiplet, en fait, hein, c'est vraiment un petit module que tu plugues dans le CPU et que tu connectes en fibre optique, comme ton ampli audio, hein, pareil, à d'autres puces, ou à d'autres accélérateurs, etc. C'est assez marrant de voir un processeur avec une espèce de fibre optique comme ça qui dépasse, c'est vraiment bizarre. C'est assez marrant, c'est assez prometteur, et parce que bon, l'optique, ça veut dire pas d'interférence, pas de résistance, pas d'échauffement, donc que du bonheur. Ouais, on facilite évidemment. Non, on facilite pas d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué, mais évidemment, on a quand même des beaux avantages. Super, on parle des composants au passage. Hein, je pense que t'avais vu, mais il y a Pat Gelsinger, là, le grand big boss de Intel, qui lui anticipe la fin de la crise des composants et des limites d'approvisionnement à 2024. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On avait déjà dit que ce serait pas demain la veille. Malheureusement. Voilà, on savait que ce serait pas demain la veille, mais effectivement, ça ne cesse de reculer. On continue. Bon, encore une fois, un petit peu dans la géopolitique, mais en laissant peut-être de côté un petit peu les composants pour se tourner vers ce beau monde merveilleux qu'est l'univers, les étoiles, en tout cas l'espace, avec la Chine qui se prépare à nous sauver, Guillaume, comme dans un bon vieux film d'action d'il y a quelques années. Mais oui, bah écoute, oui, les Chinois vont s'éclater sur un astéroïde en attendant, pour l'instant. Au sens propre du terme. Hein. Mais exactement. Je pense qu'ils vont tenter de dévier un énorme caillou spatial, un petit peu comme les Américains avec leur gros projet Hammer. On avait parlé, ils voulaient dévier l'astéroïde Bennu. Alors Hammer, c'était un concept, hein, c'était plutôt un scénario. Mais la Chine, elle veut lancer un vrai truc, un vrai test en 2025 ou 2026. Bon, c'est pas encore fait, mais la Chine possède désormais une agence de défense planétaire. Voilà, elle se prépare à sauver le monde, parce qu'il n'y a pas que les Américains, non mais... Bon, il y a les Américains et les Chinois qui sauvent le monde, et nous, on fait quoi? Bon, je sais pas. Bah, dans tous les cas, du côté américain, on se prépare à changer les antennes relais, parce que vous l'avez vu, Thomas Pesquet dans l'ISS, vous l'avez tous vu, et tous ces astronautes, ils peuvent discuter avec la Terre en direct, hein, tout ça c'est cool, mais ça se fait pas tout seul. Il y a un système de 6 satellites géostationnaires pour relier les communications entre l'espace et la Terre. C'est ce qu'on appelle le système TDRS, c'est Tracking and Data Relay Satellites. Or, si les derniers satellites TDRS ont 5 ans, ça va, les 3 plus vieux, ils ont plus de 20 ans. Et ils vont bientôt entrer en fin de vie. Et ouais. Donc la NASA envisage d'ailleurs pas d'en lancer d'autres, elle va faire un appel d'offres à des sous-traitants privés. D'ailleurs, c'est clairement une tendance de fond, hein. L'ISS est en sursis jusqu'en 2030, et encore en ce moment, c'est presque optimiste comme date. Et pratiquement tous les voyages en orbite basse seront bientôt privatisés. La NASA veut se concentrer sur la science et l'exploration. Et c'est marrant parce que finalement, tout le reste, c'est-à-dire maintenant ce qui est devenu un petit peu le tout venant, c'est le transport, le fret, tout ça, bah, ça serait délégué à des boîtes externes comme Origin, SpaceX ou bien d'autres. Hein. Par exemple, pour TDRS, pour remplacer TDRS, la NASA veut demander à SpaceX effectivement, mais aussi à Inmarsat, Viasat, SES. Donc voilà, il y a plein d'acteurs et puis elle va voir qui est le plus avantageux. Le panorama comme ça de l'espace évolue doucement, c'est intéressant à suivre. Tu voulais nous parler de... Alors, je l'ai pas du tout suivi, hein, et en toute transparence, je relevais le sujet juste avant qu'on enregistre, mais une intelligence générale, c'est une intelligence artificielle, Guillaume? Des ex de chez Google qui bossent là-dessus. Ouais, alors c'est des ex de chez Google et OpenAI qui ont fait une startup qui s'appelle Adept AI. C'est des gars qui ont quand même participé à l'élaboration des modèles dits Transformers et aux modèles GPT-2 et 3. Donc c'est des célébrités en fait, hein, qui justifient sans doute les 65 millions de dollars qu'ils ont pu lever directement pour leur boîte. Alors ils parlent d'intelligence artificielle générale, mais bon, il faut rester prudent là-dessus évidemment, parce qu'une IA générale, c'est une sorte d'IA ultime, parce que c'est une IA qui peut s'adapter, se former à toutes les tâches de machine learning. Une IA, voilà, l'IA ultime. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est pas vraiment ça en fait, hein, c'est créer un modèle qui est non seulement capable de dire, mais qui est aussi capable de faire des trucs. Bon, en gros, tu prends GPT-3,
C'est un modèle de langage, donc c'est un modèle qui parle très bien, il parle, voilà, il fait des phrases, il fait des textes entiers, crédibles, voilà, sur tous les sujets, mais c'est du baratin, c'est que de la gueule, voilà. Il peut te décrire comment commander une pizza ou comment envoyer ton CV par email, mais il peut pas le faire. Et eux, ce qu'ils voudraient faire, c'est entraîner un truc comme GPT un peu, mais à exécuter des commandes dans des logiciels pour effectivement faire des tâches plus ou moins simples qu'on demanderait en langage naturel. En somme, l'objectif final, c'est l'assistant de science-fiction, quoi. Tu vois, comme une fois, on a vu dans des films, un gars demander à un ordinateur, voilà, tu zoomes là, tu règles le contraste de l'image, tu découpes la zone, voilà, ah bah, tu vois, c'est le jardinier qui a fait le coup, voilà. Et là, tu lui demandes d'envoyer tout ça par fax. Oui, selon l'âge du film, ça peut être un fax ou un email, ça dépend, mais bon, bah, tu vois l'idée, quoi. Ou le faxer aux internets. Bah, tu vas le faxer aux internets. Donc, pour ça, bah, voilà, pour faire ce genre de truc, bah, le modèle, il va devoir apprendre à utiliser des logiciels. Et c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont s'attaquer à ce truc-là. Donc au lieu d'entraîner des modèles juste sur du texte, ou alors sur du texte et des images par exemple, ils vont l'entraîner sur du texte et sur des actions sur un ordinateur. Donc ça donnerait à tout le monde la capacité d'utilisation avancée des machines, parce que il suffirait finalement de demander ce qu'on veut à Photoshop, pour qu'il le fasse. Tu décris ce que le traitement photo que tu veux, tu décliries la mise en page que tu veux sous Word, tu décris ta fonction sur Excel, les possibilités que ça évoque sont infinies, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'ils veulent en fait, enfin au moins dans un premier temps, c'est créer une surcouche d'interface en langage naturel à des logiciels existants. Donc probablement pour des tâches relativement simples dans un nombre très limité de logiciels au début, et peut-être voilà plus complexes ensuite. Donc c'est marrant parce que je trouve ça à la fois ambitieux et modeste, tu vois, comme truc. C'est une tâche assez spécifique, mais qui est quand même, voilà, qui ouvrirait beaucoup d'horizons, quoi. Lance Photoshop, rend Guillaume encore plus beau, et là, fatale erreur, c'est impossible. Il plante, bien sûr. Il est déjà si beau, c'est impossible. Bon, on s'est tourné vers l'espace, on a vu le futur avec des intelligences comme ça omnipotentes, et tu vas nous ramener aussi à la recherche dans le domaine de l'archéologie, avec là aussi de la technologie appliquée à ce domaine. Oui, c'est une coopération de l'université de Lorraine et de Georgia Tech qui a permis de lire une prière sur une vieille croix rouillée d'une tombe du XVIe siècle à l'abbaye de Remiremont. Bon, spoiler, c'est une prière, c'était un paternoster, je crois, voilà. C'est un gros spoiler, c'est un paternoster. Très original. Bon, dit comme ça me passionne pas plus que ça, moi, les vieilles tombes de chevaliers. À moins qu'il y ait dedans des informations pour retrouver le Graal ou des épées magiques, et franchement, perso, pas trop mon truc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont pas dû gratter, en fait, pour relire la prière sur la croix de plomb, là, toute dégueu. Ils ont pas eu besoin. En fait, ils ont utilisé un faisceau de rayons de T. Alors je crois que c'est comme ça que ça s'appelle les ondes électromagnétiques terahertz, les rayons de T. Alors vous connaissez déjà les rayons X pour faire des radios. Donc c'est des ondes très énergétiques qui sont au-dessus en termes de fréquence des ultraviolets et qui sont eux-mêmes au-dessus de la lumière visible. Les ondes électromagnétiques, c'est une très grande famille. Il y a les micro-ondes, les infrarouges, la FM, les radios gamma, tout ça, c'est du pareil au même. C'est des ondes. D'ailleurs, je crois que les gammes des ondes visibles sont vraiment une faible portion de la largeur des ondes. Fin. Effectivement, c'est très très fin. Donc c'est des ondes, et tout ça, ces ondes électromagnétiques, c'est des photons, si on veut les voir de manière corpusculaire. La seule différence, c'est que la fréquence, c'est la fréquence à laquelle ça oscille. Donc c'est des ondes, en tant qu'ondes qui se respectent, elles oscillent. Bon, plus ou moins vite, selon une fréquence plus ou moins grande. Enfin, elles se propagent, voilà, et elles ont une fréquence plus ou moins grande. Le motif, en fait, qui se répète, vous pensez à une sinusoïde, qui se répète, le motif qui se répète est d'une longueur plus ou moins longue par unité de temps. Donc voilà, au plus la fréquence est grande, au plus la longueur d'onde est petite. Et au plus la lumière se comporte aussi de manière analogue à des particules, à des photons qui sont de plus grande énergie. Alors c'est important parce que par exemple, les rayons gamma, ils sont de très 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 haute fréquence, de l'ordre de 10 puissance 20 Hz, ils sont super énergétiques, ils sont ionisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir pas mal avec les molécules qui traversent, et si c'est tes molécules à toi, de ta viande à toi, ça craint. Ils te crament. Les rayons X sont un peu moins énergétiques, mais ils le sont aussi, ils sont ionisants aussi. C'est pour ça qu'on limite le nombre de radios en général. Même les UV d'ailleurs, qui sont dans la gamme qui est juste en dessous, peuvent être dangereux. Alors, c'est une large gamme les UV aussi, mais c'est au-dessus. Donc ensuite, en dessous, on a le visible. Et le visible, il va du violet, donc, au rouge, et en dessous du rouge, on a l'infrarouge. L'infrarouge au-dessous du rouge. L'infrarouge est pas dangereux, c'est le rayonnement thermique, en fait, on le ressent sous forme de chaleur. Les infrarouges, c'est une gamme d'ondes qui va en gros de 10 puissance 14 et 10 puissance 12 Hz, et qui est en dessous, c'est les micro-ondes. Et en dessous, on a encore les ondes dites radio. Donc on a la radio FM d'abord, puis en dessous, on a la gamme AM. Bon, tout ce barnum pour vous dire qu'en fait... Et les ondes millimétriques? Les ondes millimétriques, c'est des ondes micro-ondes. Au niveau, c'est les gammes micro-ondes. Alors, faut voir que ces gammes-là, elles sont relativement larges, et la gamme visible au milieu, elle est toute fine, en fait, en comparaison.
Donc quand je dis très large, ça veut dire que on peut passer de 10 puissance 10 à typiquement les infrarouges, comme je disais, c'est voilà, en gros c'est de 10 puissance 14 à 10 puissance 12 Hertz, donc ça veut dire que tu as quand même un facteur 100, tu vois, dans la fréquence. Donc tu as des gammes de fréquences assez larges en réalité. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, une onde de T, dont la fréquence donc est du térahertz, donc c'est entre 0,1 et 10 térahertz, ben elle se retrouve quelque part entre les micro-ondes et les infrarouges. Ce qui veut dire déjà que ce sont des ondes qui sont pas ionisantes, donc elles sont pas très dangereuses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont pénétrantes quand même dans les vêtements, dans le bois, le plastique. Elles sont moins pénétrantes que les rayons X, mais elles peuvent quand même révéler plein de trucs, et elles se comportent un plus comme de la lumière, parce qu'elles ont une fréquence qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on peut les focaliser en réalité. Quand on les focalise, on peut avoir des détails encore plus petits de l'ordre du millimètre. Donc c'est des trucs qui peuvent être très précis et qui peuvent permettre de voir des détails assez petits. Et c'est un détail crucial d'ailleurs pour lire les inscriptions sur les vieilles croix médiévales dégueulasses. Bon. Dans certains aéroports, les gens sont scannés au rayon de T, par exemple, qui sont réfléchis par les métaux, où tu vois les métaux, mais qui passent à travers les vêtements. Donc ça pourrait détecter les caries sous les mailles, par exemple, ou des cancers sous la peau. Et dans l'industrie, elles permettent de mesurer l'épaisseur des revêtements, puisqu'elles sont extrêmement, tu vois, c'est très, comment dire, elles peuvent pénétrer des trucs très fins, elles peuvent pénétrer des couches très très fines, en fait. Donc l'épaisseur des peintures. Couches de peinture elles peuvent aussi. contrôler l'épaisseur des peintures, exactement, pour voir si c'est bien uniforme. Ça permet de voir les couches successives de peinture de mètre, tu vois, des toiles de mètre. Tu peux en fait faire des espèces de radiographies comme ça, couche par couche. Et donc voilà, donc les rayons térahertz, ils ont une multitude d'usages. Ils pourraient même servir à transmettre des volumes de données aussi, hein, puisque si tu réfléchis bien, la 5G, bon la 5G c'est bon évidemment c'est la 5G qu'on utilise en général maintenant, c'est 3,5 GHz, mais on a aussi donc la bande des 700 MHz, mais la 5G globalement là c'est 3,5 GHz, et les hautes fréquences en 5G, c'est 26 GHz, qu'on pourra utiliser de manière plus focalisée pour avoir des très hauts débits. Et 26 GHz, c'est pas si loin finalement c'est pas trop loin des 100 GHz qui sont la barre d'entrée dans les rayons T. Donc, bon, ça veut dire que peut-être il est tout à fait vraisemblable de pouvoir utiliser un jour des rayons T pour envoyer des données. En tout cas, si on a une vue dégagée, parce qu'ils sont faciles à arrêter par tout un tas d'obstacles, mais si tu as une vue dégagée, ça peut être utile pour envoyer des gros volumes de données sans fil. Et pour le moment, l'enjeu, c'est de créer des sources qui soient à la fois fiables, puissantes et pas chères de rayons de T. C'est encore un domaine de recherche qui est vraiment très actif. Et d'ailleurs, le graphène est un bon candidat pour créer carrément des lasers T, des lasers terahertz. Donc ça pourrait servir à de la communication sans fil, justement, à très haut débit, ce genre de truc, tu vois, ce serait, voilà. Donc voilà, donc peut-être il y aura des rayons de T partout, pour l'instant c'est dans les labos, mais peut-être il y aura des rayons de T partout. La raison pour laquelle on en parle plutôt aujourd'hui, Guillaume, c'est qu'avant c'était quoi ? C'était pas du tout maîtrisé, c'était trop cher, c'était trop complexe à manipuler. C'est un domaine qui a émergé dans les années 90, je pense, de manière un petit peu plus sérieuse, et petit à petit les applications se multiplient au fur et à mesure qu'on arrive à faire des sources de rayons de T de plus en plus pratiques à utiliser, quoi, tout simplement. Ok, excellent. Top, c'est hyper intéressant d'avoir ces rayons T là qui vont nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait pas soupçonné voir un jour. Allez, des haut-parleurs plats, mais qui pour autant ont du coffre, Guillaume. Mais oui, on continue dans les trucs qui vibrent avec des haut-parleurs plats, oui, plats, totalement plats. Tu vas visualiser une feuille de papier avec 2 fils branchés dessus et hop, ça fait de la musique. Il y a la musique qui sort de la feuille. Ça va ravir les fabricants de télé et écrans plats qui ont des enceintes dégueulasses. Exactement, mais c'est exactement ça. En fait, c'est une feuille de plastique, c'est du polyéthylène de terephthalate, là, si vous voulez les détails croustillants, qui est recouvert de films de matériaux piézoélectriques, qui est d'ailleurs du polyvinylidène fluoride. Voilà, si vous voulez essayer ça chez vous, je sais pas. Bon, en fait, le film est constitué d'une multitude de microdômes qui se déforment quand on leur met de l'électricité. C'est l'effet piézoélectrique qui marche dans les deux sens d'ailleurs, hein. Si vous déformez, ça fait un courant. Donc en vibrant, les dômes génèrent un son de qualité très correcte, pas encore ultra fort pour le moment. Le proto a l'intensité en fait d'une conversation normale, quoi, si vous mettez votre oreille à 30 cm de la feuille. Mais ça dépend de la fréquence, donc c'est un peu difficile de le jauger comme ça. Mais bon, ce genre de haut-parleur consomme très très peu. Ça consomme 10 fois moins qu'un haut-parleur standard.
Haut-parleur standard, c'est un électroaimant qui bouge et qui fait vibrer une membrane. Donc forcément, c'est beaucoup plus de bazar à bouger, voilà, ça consomme plus d'énergie, puis évidemment, c'est plus compliqué, c'est mécanique. Et le plus beau, c'est que, effectivement, comme l'effet piézoélectrique marche dans les deux sens, ben, la feuille marche aussi comme un microphone. Et un microphone totalement passif. Le courant est généré par les sons qui arrivent dessus, après il suffit d'amplifier le tout quand même. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ces recherches ont été cofinancées par Ford, parce que le processus de fabrication, en fait, là, c'est une petite feuille, hein, mais ça peut être étendu assez simplement. Il n'y a pas d'obstacle majeur à faire des énormes feuilles, c'est-à-dire à tapisser son mur et à transformer un mur entier en haut-parleur. Ou l'intérieur d'une voiture, par exemple. L'intérieur d'un habitacle peut partiellement devenir un haut-parleur. Donc ça veut dire que déjà, tu vas être immergé dans la musique, hein, ça c'est clair. Mais aussi, ce que tu peux faire, c'est imaginer créer des ondes pour annuler les bruits. Comme dans un casque haut de gamme. Tu sais, les casques anti-bruit actifs qu'on utilise maintenant, ouais, vous savez tous, hein, vous avez des casques anti-bruit actifs, quand vous l'activez, ils mesurent les sons qui sont perçus par votre oreille et il envoie un contre-son. Donc faire de l'anti-son, faire un casque anti-bruit, ça revient à faire un casque qui envoie un contre-son. Et du coup, si tout l'habitacle est habillé comme ça, il peut y avoir des capteurs un petit peu partout. Le haut-parleur lui-même peut mesurer le bruit qui vient et envoyer un contre-son de la même manière. Donc ça veut dire que tu peux faire une espèce de bulle de calme, comme ça, dans l'habitacle avec ce genre de truc. Bon, en plus, ils peuvent aussi générer des ultrasons, ils peuvent servir à l'imagerie, donc, pour faire des échographies, ou même faire de l'écholocation par ultrason, ça fait, encore une fois, ça fait micro-LRS, donc ça ouvre pas mal de perspectives, en fait. Formidable, on envisage même de pouvoir du coup gagner beaucoup de place à plein d'endroits et de transformer le plein de revêtements comme ça en haut-parleurs, c'est cool. Il y a un domaine qui évolue, Guillaume, c'est celui des retours sensoriels, des retours haptiques. Et oui, ça va être probablement un élément assez essentiel si on veut un jour se plonger dans le métaverse en bonne et due forme. Et tu nous as dégoté des expérimentations qui visent justement à restituer des sensations comme ça. Ouais, alors c'est encore du piézoélectrique et encore des vibrations avec ces chercheurs jamais à court d'idées qui veulent faire du retour haptique sur la bouche. Parce que pourquoi pas, hein, reconnaissons-le. Pourquoi pas la bouche? C'est tentant la bouche, c'est toujours libre, tu mets un casque vert, t'as la bouche libre. Bon. Donc ils ont pris un Oculus Quest 2, ils ont bardé en dessous, ils ont bardé de micros, de petits micros. C'est moche, hein. Ah ouais, c'est des petits haut-parleurs en fait, des petits haut-parleurs, des micro-haut-parleurs comme ça, à ultrasons. Donc il y a une espèce de matrice des micro-parleurs à ultrasons qui sont capables donc, en agissant de concert, plutôt que de conserve, pour envoyer des micro-stimulations sur la zone de la bouche, et même à l'intérieur en fait, ça peut se focaliser même sur tes dents. Donc ça veut dire que, correctement programmé, tu peux reproduire des sensations 3D sur la sensation bouche. Donc tu peux reproduire la sensation de la pluie, du vent, d'une brosse à dents, de petits insectes qui se baladent sur ta gueule, ou de liquide quelconque sur ta bouche. Bon, débrouillez-vous avec ça. Voilà, ou simplement d'un baiser, peut-être juste d'un baiser. Donc c'est bon, écoute, je ne sais pas, peut-être que ce truc a un bel avenir pour le VR porno. C'est amusant, apparemment ça marche pas trop mal, écoute. Tu sais que je suis un grand client, alors bon, attention, tu parles de VR porno, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je suis un grand client des retours haptiques, moi, et des sensations comme ça. Je couvre encore une fois que les manettes des consoles de jeu, quand tu as des retours comme ça, avec vraiment des retours de force, des sensations de vibration qui sont bien faites, je trouve que ça transforme vraiment l'expérience de jeu. Et après, quand tu rejoues à un jeu qui n'a pas ces retours-là, ça te paraît un peu plus plat. C'est marrant, hein, ça m'étonne pas que ce soit un domaine de réflexion et d'études qui soit fort en ce moment. Bon, écoute, je te trouvais très sensuel dans ta dernière approche, Guillaume, justement, si on parlait un peu porno, parce que, on parlait de liquide sur la bouche, volonté, liquide sur la bouche, forcément, bien sûr, tout était prévu. Mais on en parle souvent quand même de cette volonté de limiter l'accès au porno aux âmes sensibles et donc du coup de le bloquer. Pourtant, c'est parfois plus simple à dire qu'à faire. Ça continue à tomber pour le porno en France. Alors cette fois, c'est YouPorn et RedTube qui sont mis en demeure donc de contrôler de manière fiable, évidemment, l'âge des clients. Alors ça se rajoute à la liste déjà longue qu'on avait donnée il y a quelques mois. Il y avait Pornhub, Xhamster, TuKiff, etc., etc. Et ce qui me fascine avec ce truc, c'est que évidemment rien n'est dit tu dis jamais au site comment faire. Tu dis jamais comment faire. Tu donnes jamais de solution en fait. Alors on sait que c'est pas simple. Mais le comble, c'est que parallèlement se développe une application d'identité numérique, justement. C'est un peu l'enfant spirituel avorté, l'enfant spirituel de l'avorté Alicem, puisqu'Alicem est morte, hein. Mais c'est un petit peu cette idée, donc, de vérifier l'identité. Parce que vous vous souvenez d'Alicem.
Alors bon, en tous les cas, vous pouvez l'oublier. Ce Vous programme... pouvez chercher Alicem sur techcafé.fr dans le champ de recherche, vous verrez de quoi il s'agit. Ouais, on en a parlé, je crois que c'était il y a 2 bonnes années, je crois quand même, qu'on avait parlé de ce truc. Ça date. Enfin, en tous les cas, il y a un programme interministériel qui s'appelle France Identité Numérique et qui va créer l'équivalent en app, en fait, d'une carte d'identité. Alors le principe, il est pas très difficile, pas très compliqué, hein, c'est l'application utilise la puce NFC de ton téléphone pour se connecter à la puce de ta carte d'identité. Évidemment, pourvu qu'il s'agit d'une nouvelle carte d'identité à puce, une carte d'identité électronique, hein, qui est donc disponible depuis une petite année, hein, qui s'appelle les fameuses CNIE. Alors, je sais pas si vous en avez une, moi je n'en ai pas encore d'ailleurs. Hein. Non, ça ressemble tout simplement à une carte de crédit maintenant, une carte d'identité. Elles sont plus compactes et honnêtement, dans un portefeuille, c'est quand même bien plus pratique. Mais bon, ouais, non, mais j'en doute pas, j'en aurai une jour, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai toujours la vieille. Donc, conduire comme ça. Enfin, dans tous les cas, c'est comme un passeport, tout simplement. Hein. Ça comprend une petite puce avec des infos dedans. Et les infos dedans, ça consiste en une version numérique de ce qui a marqué sur la carte, hein, ni plus ni moins, hein, avec la photo du visage et puis l'empreinte des doigts. Et donc l'app d'identité se connecte donc à cette carte et peut en quelque sorte agir elle-même comme une carte d'identité. Alors, sur ce qui le supporte, donc sur France Connect, hein, déjà, probablement, enfin même certainement, et puis probablement pour faire aussi d'autres démarches, comme demander une procuration ou justifier de sa majorité. Et justement, justifier de sa majorité, c'est très exactement ce qu'on demande aux sites porno. Oui. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'on utilise cette application pour se connecter aux sites porno. Peut-être que ça sera utilisé, peut-être pas. Ce qui est étonnant, je trouve, c'est l'apparente totale déconnexion d'un problème et l'autre. Je dis pas que ce serait forcément une bonne identité d'utiliser spécifiquement cette application, surtout que il faut quand même avoir un smartphone NFC, il faut avoir une CNIE, donc moi je pourrais même pas l'utiliser. Il faudrait une app sur PC aussi, parce que je veux dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu accèdes à un service qui est pas sur ton téléphone, voilà. Enfin, il me paraîtrait logique que quand on met en demeure des sites sur des problématiques d'identification et qu'on développe en parallèle une solution d'identification, on réfléchisse de concert pour proposer ne serait-ce qu'un début de solution concrète, tu vois. Mais là, ça a l'air d'être totalement déconnecté. Les sites sont sur la sellette depuis 2020. Hein. L'application, elle est pas encore disponible, et la CNIE, elle est sortie en août dernier. Bon, je sais quoi cet ordre. C'est juste, tu vois, c'est le bordel, complètement bordélique. C'est juste une question de logique que je comprends pas, en fait. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de logique, mais il pourrait faire semblant d'avoir un plan, au moins. Oui, ça donne même pas l'impression qu'il y a quelque chose de coordonné après. Bon, ça reste une arlésienne un petit peu. Hein. On va continuer à en parler, évidemment, de ces accès. C'est pas, alors, ce qui me rassure, moi, c'est que c'est pas qu'en France que c'est le bordel. Tu vois, on sent que c'est le bordel un petit peu partout à ce sujet. Un petit peu plus d'infos, Guillaume, sur le pourquoi du rachat de Bandcamp par Epic. Peut-être, écoute, Epic est-il en train d'instrumentaliser Bandcamp contre Google ? Parce qu'à la base, c'est toujours le même argument, hein. C'est-à-dire que Google est monopolistique avec Android, il force les développeurs à utiliser ses moyens de paiement et ses conditions sont injustes et mettre des business entiers en péril. Par exemple, Bandcamp. À Epic, il faut voir qu'il s'est fait quand même refouler au procès contre Apple, en partie parce que les exemples de stores alternatifs qu'il a donnés, en particulier son exemple de store alternatif qu'il a donné, qui c'était le sien, hein, c'était Epic Game Store, était pas rentable avec sa commission de 12%. Donc il donne l'exemple d'un autre store, mais le store est pas rentable. Donc du coup, le juge n'était pas convaincu que les 30% d'Apple étaient totalement injustifiés. Bon, s'il faut un exemple convaincant, on va prendre Bandcamp du coup. Parce que lui, il est rentable, hein, il prend entre 10 et 15% de commission. Or, si on le soumet à la loi de Google Play, donc je dis peut-être l'App Store, mais en fait là on parle de Google, donc c'est Google Play, ça détruirait son business model à Bandcamp. Déjà, Google est long à payer, puisqu'il met entre 15 et 45 jours. Si tu comptes dessus pour payer ton loyer, c'est dommage. Alors que Bandcamp, lui, il paye en 48 heures. Ensuite, les artistes reçoivent moins si Epic doit payer une commission de 30% à Google, fatalement. Et puis enfin, le système de paiement in-app de Google n'est pas adapté à Bandcamp qui vend à la fois des biens dématérialisés et des biens physiques. Parce qu'ils vendent aussi des éditions physiques de la musique et puis du merchandising. Résultat, sans changement de la part de Google, Bandcamp pourrait devenir plus cher sur les clients pour les clients sur Android par rapport au PC, ou carrément arrêter les ventes in-app. Et ça c'est déjà vu. Hein. Ce dernier cas de figure, c'est déjà vu pour Barnes & Noble par exemple, qui produit des liseuses Android et qui vend plus de livres sur ses propres liseuses pour éviter les commissions in-app. Je crois qu'il y a Audible aussi qui est aux US qui a fait pareil. Epic ne mentionne pas à dessein, je suppose, hein, qui pourrait quand même bénéficier d'un régime de faveur à 10% de commission, puisque Google continue d'appliquer des tarifs préférentiels aux gros clients, aux bons clients, on va dire. Et puis il précise pas non plus que sur Android, le sideloading est possible. Mais bon. Donc on verra si son argument porte mieux contre Google.
en avril 2023 que contre Apple. Bon, on verra. Bon, moi j'ai ma petite idée, mais Bon, on ne sent pas qu'il y aura de gros changements en 2023. Mais bon, moi je serais pas contre en réalité, hein, mais bien bon, sûr. je sais pas si ça sera jugé quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, ça fait une belle démonstration. On va terminer justement un peu avec ces enjeux. On parle d'Apple avec l'App Store, mais c'est Apple aussi sur plein d'autres domaines, dont le paiement. Et en l'occurrence, alors on a vu, d'ailleurs, on n'en a pas forcément beaucoup reparlé parce qu'on attend encore un peu les mises en application, mais il serait question, ça y est, officiellement, maintenant que l'Union européenne interdise autre chose que de l'USB-C sur les smartphones. Bon, bah peut-être que Apple sera amené dans les années à venir. On peut rêver, de remplacer le Lightning par l'USB-C. Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent sur le Lightning ? Oui, ça fait de l'argent, mais pourquoi ? Et en tout cas, l'enjeu du paiement reste un gros enjeu avec Apple Pay, et en l'occurrence, l'Union européenne commence aussi à regarder ça de très 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 près, Guillaume. Ben oui, écoute, peut-être qu'un jour, hein, oui, de toute façon, tous ces trucs-là, tous ces procès entre grosses boîtes, ça sera plus la peine, puisque peut-être que les comportements d'abus de position dominante seront bloqués directement par les lois européennes, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'Apple, là, est encore un petit peu sur la sellette avec son Apple Pay. Alors, d'après une enquête préliminaire, quand même, hein, la Commission européenne a déduit qu'Apple avait empêché les devs d'accéder au NFC du téléphone pour favoriser sa propre solution Apple Pay. Donc, en fait, les restrictions de l'accès à des technologies clés pour empêcher le développement de portefeuilles concurrents à Apple Pay, c'est un abus de position dominante. Enfin, en tout cas, c'est une entrave à la libre concurrence. Et du coup, ce serait illégal. Donc, Apple objecte que c'est pour la sécurité. De toute façon, dès qu'on leur dit un truc, c'est pour la sécurité. Non, mais on fait ça pour votre sécurité. Attends, pas déconner. Bref. C'est pour votre bien. C'est vrai en plus. Donc il dit aussi qu'Apple Pay ne représente qu'une fraction très faible des transactions effectuées en Europe, hein, ce qui n'est absolument pas le sujet. Il faut noter d'ailleurs qu'aux États-Unis, Apple Pay est largement le service sans contact le plus utilisé. C'est assez marrant. Alors, c'est probablement pas le cas en Europe, puisque de toute façon iOS c'est pas majoritaire. Mais enfin bon, là aux États-Unis c'est assez frappant. Et PayPal, de toute façon, voilà, marche super fort aussi. Il y a Mobile Pay qui marche même mieux qu'Apple Pay dans certains pays. Bon, dans les faits, Apple et Google aussi d'ailleurs, hein, avec Google Pay, n'ont pas vraiment de concurrence sur le paiement sans contact par téléphone. Donc, on verra hein, si le constat préliminaire de la Commission européenne se confirme. Il y a un procès qui pourrait suivre avec potentiellement une grosse amende à la clé quand même. Hein. Après, on sait à quel point Apple peut être un cancre terrible qui traîne les pieds comme pas possible, autant qu'il peut. Alors il y a l'histoire de l'USB-C, il y avait l'histoire aussi de ces applications de rencontres, tu sais là je sais plus, on en avait parlé. Bon, écoute, dans tous les cas, je suis sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, tout l'anti-jeu possible, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ouais, et ce sera de nouvelles aventures à suivre forcément dans Tech Café, dans les futurs épisodes, que ce soit les épisodes hebdomadaires ou les épisodes week-end comme vous venez d'entendre. Ce sera évidemment avec grand plaisir qu'on vous les relaiera. On va peut-être pouvoir rappeler, Guillaume, un truc assez essentiel qu'il faudrait porter à la connaissance de nos auditeurs s'ils ne le savent pas encore. C'est que Tech Café est soutenu financièrement par ses auditeurs. Vous continuerez à avoir accès aussi longtemps qu'existera Tech Café aux épisodes gratuitement, que ce soit les épisodes hebdomadaires ou les épisodes week-end, mais pourquoi pas, si l'envie vous en dit, si jamais vous vous dites tiens c'est quand même cool d'avoir ces épisodes de Tech Café qui arrivent dans mon app de podcast favorite jour après jour, semaine après semaine, et que vous voulez vous assurer que ce sera le cas encore longtemps, le mieux c'est d'aller sur patreon.com/techcafé, patreon.com/techcafé, TECHCAFE, et vous pouvez contribuer à la hauteur de ce que vous voulez hein, finalement, et sur la durée que vous voulez, mais en tout cas c'est une rémunération très concrète pour notre travail, donc évidemment merci beaucoup par avance de l'envisager. Guillaume, tu vas peut-être pouvoir également rappeler aux auditeurs qui ne le sauraient pas où, enfin, on peut te retrouver à titre individuel. Mais je sais qu'exceptionnellement, on ne pourra pas me retrouver la semaine prochaine dans Tech Café. Mais non! Et oui, je vais avoir une absence. Bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. On est parfois aussi rassuré que tu aies une vraie vie, ça donnera du crédit à ceux qui soutiennent le fait que tu n'es pas qu'une intelligence artificielle, mais que tu es un vrai humain derrière cette voix. Guillaume, merci beaucoup. Et qui bat pour vous, bien sûr. Évidemment, c'était sous-entendu et c'est évident. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour la préparation de cet épisode et de l'épisode hebdomadaire. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur le serveur Discord qui figure dans les notes de l'épisode, sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, et vous me retrouvez moi pour ma part dans une semaine dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.